été amorcée dès mercredi dernier. Le PCF estime que le mouvement populaire aura un rôle clé dans les semaines à venir. L'année dernière, d'ailleurs, syndicats, associations, forces sociales se sont levés pour soutenir la gauche et pousser le succès du NFP. Reste que dans la situation dans laquelle on l'a vu, les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron sont toujours restés sourds face à la mobilisation, alors qu'elle avait pris une énorme ampleur, que ce soit avec les Gilets jaunes, avec la réforme des retraites, pour ne citer que ces deux exemples. Pourquoi et comment ça pourrait être différent cette fois-ci? D'abord, bonjour à tous. D'abord, rappelons-nous, il y a un peu plus d'un an, l'immense mobilisation électorale et la victoire du nouveau Front populaire aux législatives anticipées ont été largement motivées par l'immense mobilisation qu'il y avait eu quelques mois auparavant sur les retraites. L'unité syndicale au moment de la réforme des retraites, les millions de personnes dans la rue, les 80% de Français qui rejetaient cette réforme, 90% pour ce qui concerne les actifs, ont été l'ingrédient essentiel du score du nouveau Front populaire en 2024, en juin 2024. Il y avait bien sûr à l'unité syndicale répondait l'unité politique de la gauche et cette victoire avec une mobilisation électorale qu'on n'avait jamais connue depuis 1981. Il faut ne pas l'oublier, 20% de participation électorale en plus. Je ne vois pas, pour ce qui me concerne, qu'est-ce qui depuis juin dernier a changé dans la politique de Macron, a changé dans l'espérance sociale du peuple français, qui fasse que l'unité qu'on a connue il y a un an ne puisse pas se réaliser aujourd'hui. Je ne vois pas. Alors, arrêtons de fabriquer des faux procès. Moi, la référence que j'ai à l'esprit en ce moment, là, dans la période historique que nous vivons, c'est le 12 février 1934, désolé pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Mais à la montée du fascisme en France et partout en Europe, par les urnes, dans la plupart des pays, il y a eu deux grandes manifestations, des socialistes d'un côté, des communistes de l'autre et de leurs amis. Et sous la pression des manifestants et du peuple parisien qui battait le pavé, ces deux manifestations ont convergé et ont été les prémices du Front populaire qui a gagné en 1936. Et donc, la période historique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est l'union des droites et de l'extrême droite qui est en train de se fabriquer partout dans le monde, partout en Europe et aussi y compris en France. Vous voyez bien la porosité intellectuelle, culturelle, la montée du racisme dans toutes les sphères de la société. Cette union de droite et de l'extrême droite, elle n'est peut-être pas encore faite sur le plan partidaire, mais elle est en train de se faire dans les têtes, elle est en train de se faire culturellement. Et si nous, en face de ce péril-là, nous persistons à nous diviser, à regarder l'accessoire et à pas regarder l'essentiel, nous sommes inconséquents. Voilà ce que je voulais dire. Et pour finir sur la question qui vient d'être posée sur les mobilisations sociales, mais là encore, le 18, jeudi prochain, le mouvement social, le mouvement syndical va nous montrer l'exemple. Qu'est-ce qui se passe le 18? C'est la première fois depuis 2023, depuis les mobilisations pour la réforme des retraites, que l'intersyndicale se reconstitue dans le périmètre le plus large qui était celui de la réforme des retraites. Entre-temps, il y avait eu des divisions. Eh bien, à l'unité retrouvée du mouvement syndical, il faut que nous, forces politiques de gauche, soyons à la hauteur de cette espérance sociale et construisons l'unité sur un programme de rupture sans jamais opposer, comme pour réagir au débat entre Olivier Faure et Adrien Clouet, sans jamais opposer le programme de rupture, les changements que nous souhaitons et toutes les avancées qu'on peut obtenir. Depuis quand on mégote pour une avancée sociale? Ça ne se fait pas dans les entreprises, ça ne se fait pas dans le mouvement syndical, ça ne se fait pas non plus en politique. Parce que derrière nous, on voit des visages
des gens qu'on rencontre tous les jours. Et je peux vous dire, comme l'a dit François tout à l'heure, que dans ma ville de Saint-Denis, où il y a 37% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, jamais je ne mégoterai pour faire avancer quelque chose, ne serait-ce que d'une semaine en avant. Donc, pas de faux débat entre le grand soir et les petits matins. Il faut nous unir sur un programme de rupture parce qu'on est à un moment clé de la crise du capitalisme qui appelle des ruptures franches avec lui, mais il faut aussi, en même temps qu'on se bat, être les relais pied à pied de tout ce qu'on pourra obtenir. Oui, bien sûr que la dette, c'est un sujet. Personne, et je crois personne ici autour de la table dira le contraire. Mais j'ai envie de dire d'abord, il y a dette et dette. La dette, ça peut être vertueux. La dette, ça peut être pour construire des écoles, pour mieux armer notre éducation, pour construire des hôpitaux, pour réindustrialiser la France, pour faire la transition écologique. La dette dans une politique publique, c'est quelque chose qui peut être vertueux. Personne ne pose la question non plus, avec cette tonalité alarmiste qui a été celle de François Bayrou, de pourquoi la dette en France est aussi tributaire des marchés financiers. Pourquoi une telle proportion de la dette est détenue par des fonds étrangers qui ont des taux d'intérêt élevés. Moi, je vais prendre un exemple que j'aime bien citer, mais que je cite souvent, et qui peut peut-être mieux expliquer ce que je vais dire sur la dette. En 1900, quand on construit la ligne 1 du métro parisien, la RATP emprunte sur 80 ans auprès de la Caisse des dépôts. En 1980, la RATP a remboursé sa dernière mensualité d'emprunt pour la construction de la ligne 1 et ainsi de suite. Aujourd'hui, on construit un grand métro autour de Paris avec 68 gares et la société publique qui construit ce métro, elle emprunte sur 20 ans au marché financier détenu par des étrangers avec des taux d'intérêt exorbitants. Quelle est la logique où aujourd'hui, même pour des infrastructures qui sont amenées à durer des décennies, on applique le court-termisme financier au profit des emprunteurs, des créditeurs étrangers? Il n'y a aucune logique. Donc il faut aussi, derrière le débat sur la dette, il faut aussi que, là aussi il y a une question de souveraineté, il faut se réapproprier la dette, il faut se désintoxiquer d'une dette aux mains des marchés financiers et notamment des marchés étrangers et qu'on la réapproprie pour construire l'avenir de ce pays. Je fais cette parenthèse sur la dette. Donc l'alarmisme de François Bayrou, et il essaie de faire peur avec une dette qu'il a lui-même creusée, lui ou ses prédécesseurs, parce que François Bayrou, c'est à contrario de Barnier, Borne, Castex ou même Édouard Philippe. Bayrou, c'est pas n'importe quoi dans la Macronie. Bayrou, c'est lui en 2017 qui a été l'artisan de la victoire d'Emmanuel Macron. C'est son tuteur politique, c'est son parrain politique. Et donc quand François Bayrou chute, c'est un mur porteur de la Macronie qui chute, à la fois sur le plan politique, mais aussi sur le plan idéologique. Alors, moi, je voudrais surtout, et je pense que les Français, dans leur immense majorité, n'ont pas marché dans cette bataille idéologique autour de la dette qui visait à les culpabiliser. Parce que qu'est-ce qu'a dit François Bayrou sur la dette? La dette, c'est pas nous, c'est vous. La dette, c'est les malades qui seraient des profiteurs. C'est les retraités qui seraient des nantis. C'est les gens qui vivent aux minima sociaux qui seraient des assistés. C'est les chômeurs qui seraient des profiteurs, etc., etc. Il a pris tout en revue. Tous les Français qui travaillent, qui souffrent ou qui ont travaillé toute leur vie pour les culpabiliser sur la dette, eh bien ça n'a pas fonctionné. Les Français ne sont pas dupes. Et demain, s'il faut, le 18 septembre, les Français savent qu'il y a une alternative à cette politique. Olivier le disait, moi j'ai conclu mon discours lundi à l'Assemblée nationale. De cette manière, j'ai dit à François Bayrou, ni Thatcher hier, ni vous aujourd'hui ne pouvez dire qu'il n'y a qu'une politique possible. Oui, il y a une alternative. Oui, on peut faire autrement, y compris avec la dette. Nous pouvons faire autrement et réinvestir pour ce pays.
voilà ce que je voulais dire. Et comme j'ai commencé tout à l'heure par une petite incursion historique, je vais continuer mon idée. Très rapidement. Moi, ce qui me frappe, et il se trouve que j'ai une semaine avant qu'il chute, Bérou, on était dans son bureau avec Fabien Roussel et qu'on a pu avoir une discussion. Ce qui me frappe, c'est que les raisons, et je continue sur ma menace qui pèse de l'union des droites et de l'extrême droite et de leur arrivée au pouvoir. Quand, en 1945, puisque dans quelques jours, on va fêter les 80 ans de la sécurité sociale, quand, en 1945, ceux qui ont combattu contre l'occupation allemande se sont réunis pour bâtir le programme des Jours Heureux, le programme du Conseil national de la résistance avec les nationalisations, la sécurité sociale, le statut de la fonction publique et bien d'autres choses encore. Ils l'ont fait pas seulement parce qu'ils avaient fraternisé dans les maquis, ils l'ont fait parce qu'ils avaient analysé les raisons pour lesquelles on en était arrivé là. Ils ont analysé la crise de 29 et la crise des années 30 et la désespérance sociale qu'a perpétué les politiques d'austérité et comment cette désespérance sociale s'est traduite par la victoire dans les urnes, en Italie, en Allemagne et dans d'autres pays de l'extrême droite et du fascisme. Et donc quand ces gens-là, au sortir de la guerre en 1945, ils se mettent d'accord sur le programme du Conseil national de la résistance, c'est parce qu'ils considèrent que par un contrat social qui réunit l'ensemble des Français, par plus de justice sociale, non seulement on va se prémunir d'un retour du fascisme et par là même se prémunir d'un retour de la guerre. Voilà pourquoi ils ont fait ça dans l'histoire et voilà pourquoi nous, en ce moment, il faut qu'on soit à la hauteur de cette expérience et de cette histoire et ne jamais l'oublier.